Il y a des textes qui nous intriguent, ne serait-ce déjà que par leur titre ou par les noms de leurs auteurs. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler d'un Balzac, d'un Camus, d'une Simone de Beauvoir ou d'un Zola. Parce que dans ces œuvres-là, c'est rarement un auteur ou une autrice que je connais déjà, mais un nom qui m'interpelle. Et parmi cette liste d'œuvres un peu à part, qui semble d'ailleurs se détacher quelque peu du canon littéraire ainsi que de certains genres littéraires, il y en a une en particulier qui m'interpellait depuis bien longtemps. Mars de Fritz Zorn. Tout m'y intriguait. De la couverture au vrai nom de l'auteur qui était Fritz Angst, la peur en allemand, on en parle d'ailleurs comme un classique de la littérature suisse, et pourtant on est bien loin des classiques que je connaissais, que ce soit Dürrenmatt, Max Frisch, Robert Walser et j'en passe. Et j'ai longtemps attendu avant de me plonger dans ce texte. Chaque fois, j'étais quelque peu repoussé. Mais l'autre jour, une libraire me l'a conseillé. C'était à la librairie Payot de Lausanne. Alors cette fois, je me suis laissé convaincre. J'ai pris ce livre entre mes mains et étrangement attiré par lui, je n'ai pas tardé à le commencer, quitte à mettre de côté ces livres que j'avais déjà prévu de lire. Et ces quelques heures de lecture étaient particulières, et voici comment ce livre de 400 pages commence. Je suis jeune, riche et cultivé. Et je suis malheureux, névrosé et seul. Je suis issu d'une des toutes meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on nomme aussi la rive dorée. J'ai reçu une éducation bourgeoise et me suis montré sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée. Aussi suis-je sans doute affligé de lourdes tares héréditaires et détérioré par mon milieu. Bien entendu, j'ai aussi le cancer, ce qui découle logiquement de ce que je viens de dire. Il se trouve que le cancer se présente sous un jour double. D'un côté, il est une maladie du corps, à laquelle il est vraisemblable que je succombe dans un délai bref. Même si l'espoir qu'on en vienne à bout et que je survive existe. De l'autre, il est une maladie de l'âme, dont la seule chose que je puisse dire est qu'il est heureux qu'elle se soit enfin déclarée. Rien qu'avec ces quelques mots, vous l'entendez. C'est un début qui ne ressemble à aucun autre roman. Et ça annonce déjà la couleur de ce livre splendide. Alors pour changer un peu, pour vous présenter le livre différemment, je me suis dit que pour vous en parler, pourquoi ne pas aller en discuter directement avec celle qui me l'a conseillé dans cette librairie Payot à Lausanne, Charlotte Jacobson. En peu de mots, en très peu de mots, c'est une bombe. C'est une bombe, c'est 15 secondes de lecture. On pressent l'histoire d'un homme, on pressent la vie, malgré l'annonce initiale de la maladie. On pressent un jaillissement et on pressent déjà, je trouve, beaucoup d'humour. De l'humour. Et oui, beaucoup d'humour. Moi, j'ai trouvé ce livre, et du moins sa première partie, puisqu'il est en 3 parties qui sont très inégales. D'ailleurs, c'est la première partie qui prend le plus de place. 250 pages sur 400 pages en tout. Voilà, qui va être le récit de la vie de cet homme, de sa vie en famille, dans un contexte social bien particulier. Et j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour à toutes les pages, une distance étonnante pour le sujet. C'est-à-dire que quand on parle de Mars à des gens qui l'ont lu il y a longtemps, ou à des gens qui prétendent l'avoir lu, parce que ça arrive aussi, les gens disent « Oh, plombant ». Plombant, pourquoi ? Plombant parce que cancer, mort, unique livre. Mais alors, pas du tout, c'est un des livres les plus vivants que je n'ai jamais lu. Et on le pressent dès ses premières pages, on est happé. On sait d'ores et déjà qu'on va pas du tout être ennuyé. Il rend curieux. Et ça n'a de cesse pendant les 400 pages que dure cette autofiction qui n'était pas encore désignée de la sorte, car rappelons qu'il a été écrit il y a 50 ans. Et en fait, en écoutant Charlotte, je me rends compte que cette entreprise, il l'a dit dès le tout début du livre, juste après le passage que je vous ai lu au début de l'épisode. Je le cite. « J'entreprends dans ce récit de retracer mes souvenirs. Il ne s'agira pas tant de mémoire au sens conventionnel du mot que du récit d'une névrose, considérée sous certaines de ses facettes. » C'est ça en fait, c'est le récit d'une névrose. C'est le récit d'une névrose. C'est le récit de quelque chose qui bouge à l'intérieur et qui bouge enfin, j'allais dire, puisque c'est l'histoire de cet homme
issu d'une très riche famille de la rive droite de Zurich. Pour cette famille, le monde est divisé en deux, ce qui est bon, ce qui est mal. Les apparences comptent, les conventions comptent. On ne dit jamais ce qu'on pense, on ne dit jamais ce qu'on dit. On est comme mort. Donc l'idée fulgurante de ce livre, c'est que sa famille, son éducation, son milieu social ont provoqué cette boule qu'il a d'abord dans la gorge, qu'il désigne comme étant ses larmes ravalées, tout ce qu'il n'a pas pleuré. Donc il va nous décrire un milieu atone. Et ce livre, c'est le surgissement de la vie. Et c'est en ça qu'il est un exploit, d'après moi, un véritable exploit de vie et un exploit littéraire, parce que Fritz Thorn est avant tout un écrivain, avant d'être un Zurichois atteint du cancer. C'est véritablement un écrivain. Et l'exploit, c'est de faire surgir la vie dans un corps à l'agonie. Mais pourquoi lire ce livre alors, pour nous ? Il est d'une modernité incroyable. On pourrait penser qu'il a été écrit hier. Cette idée que la maladie survient non pas parce qu'on est atteint d'un virus, ou on ne sait pas d'où provient cette maladie, on ne sait toujours pas malgré les avancées scientifiques aujourd'hui, mais disons que c'est une des premières fois où quelqu'un évoque le côté psychosomatique de la maladie. Alors, il a une distance par rapport au côté psychologique de cette maladie. Aujourd'hui, c'est entendu par tous. Et d'ailleurs, ça commence à être mis en question parce que c'est très culpabilisant de se dire qu'on tombe malade parce parce que telle relation, parce que telle frustration, c'est épouvantable. Mais c'est le premier à dire ça en 1976, que sa maladie, son cancer, c'est sa famille. Son cancer, c'est ses parents. Son cancer, c'est son milieu social. Donc, c'est très moderne. Et d'ailleurs, sur la fin du livre, on peut relever tout le champ sémantique de la guerre. Aujourd'hui, on y est habitué. Dans un service d'oncologie, on va parler de bataille, on va parler de rayons. Voilà. C'était très neuf. Battre le cancer, vaincre le cancer. Oui, le vocabulaire guerrier, violent, peut-être vient-il de là, de Fritz Thorn. De Fritz Thorn, donc, qui, dans les années 70, est un des premiers à en parler pendant près de 400 pages. Oui. Et il le fait... Une maladie dont on ne parle pas. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, il n'en parle pas, il l'écrit. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une façon détournée, donc, d'aborder le sujet ? Il l'écrit avec une telle authenticité, une telle clairvoyance, une telle violence. Nous, on peut dire qu'il en parle, on peut même dire qu'il crie, je trouve. Moi, j'ai ressenti beaucoup de joie dans ces 250 premières pages. Je ne parle pas de la fin du livre, dont on pourra parler un peu plus tard, mais beaucoup de joie à travers la distance, l'humour, la clairvoyance. Beaucoup de joie à enfin, finalement, exprimer tout ce qu'il n'a pas exprimé pendant 30 ans. Il écrit ce livre, il a une trentaine d'années, donc il s'en est passé du temps. Il a 30 ans, il ne s'est pas passé grand-chose du point de vue émotionnel. Tout était impeccable, tout était harmonieux. Mais il ne s'est rien passé. Là, il se passe enfin quelque chose. Moi, je l'ai ressenti très fortement et surtout, j'ai ri, vraiment. La manière qu'il a de décrire les tics de langage de sa mère. Si vous permettez, je peux Avec plaisir. Vous lire un tout petit passage que j'ai trouvé d'une grande drôlerie. De façon toute générale, on observait chez ma pauvre mère, il dit toujours de ses parents, mes pauvres parents, un goût très prononcé pour la locution « à moins que ». À peine avait-elle fait une constatation qu'elle ajoutait aussitôt « à moins qu'il n'en soit autrement ». Il était courant de l'entendre dire « je partirai pour Zurich vendredi prochain à 10h30 du matin, à moins que je ne reste à la maison. Ce soir, nous dînons de spaghettis, à moins qu'il n'y ait du cervelas en salade. » Une question s'impose aussitôt. Qu'advient-il dès lors de la réalité ? Je vais sortir à moins que je ne reste chez moi ? Je suis présent à moins que je ne sois absent ? La terre est ronde à moins qu'elle ne soit triangulaire ? À trop tirer sur les « à moins que », les mots perdent tout à fait leur poids et jusqu'à leur sens. Le langage se désagrège en une masse amorphe de particules sans consistance. Plus rien n'est concret. Tout prend un tour irréel. Bon, voilà où vit Fritz Thorn. Bon, moi, ça me fait rire. Moi, j'aime qu'on décortique le langage comme ça.
J'aime qu'il ait cette distance par rapport à ce que dit sa mère. Et tout du long, on est là-dedans. Et d'ailleurs, oui, il invective ses parents, mais c'est pas un cri de colère contre sa famille. À la relecture, c'est tellement autre chose qu'un règlement de compte, parce que on sent bien dans ce passage que je viens de lire, enfin, je l'espère, toute la tendresse aussi qu'il y a pour sa mère. Ils sont victimes, tout comme lui, de ce système dans lequel il est inscrit. Parfaitement, et c'est ce qu'il va décortiquer dans la deuxième partie de son livre. C'est-à-dire aller au-delà de l'invective pour comprendre qu'ils sont eux aussi des victimes du milieu social dont ils sont issus. Parce que oui, le livre se divise en 3 parties qui sont d'ailleurs très inégales en termes de longueur. La première, la plus longue, occupe plus de 2/3 du livre. Et pour moi, c'était d'ailleurs la partie la plus intéressante, celle dans laquelle j'ai le plus souligné des passages et également pris des notes en marge. Mais pour la suite, Charlotte et moi avions un avis très différent. Je dois avouer que j'avais l'impression qu'après cette première partie grandiose, tout avait déjà été dit, et que la suite ne pouvait être qu'une sorte de redite de la première partie. C'est une impression qui, pour moi, s'est accentuée dans la 3e partie du livre. Alors je voulais en parler avec Charlotte, qui m'avait conseillé ce livre. On la retrouve. Je disais que la première partie, je la trouvais géniale et que je trouvais que le dernier tiers était trop long. Et le dernier tiers correspond à cette 2e et à cette 3e partie. Oui. Et là, tu dois changer mon avis. Oui. Alors, je m'y suis attelée à la relecture du livre. J'ai essayé de comprendre pourquoi vous, cet excellent lecteur que vous êtes, avez éprouvé de l'ennui. Alors d'abord, l'ennui, la temporalité, vaste sujet en lecture. Doit-on lire absolument de manière efficace ? Est-ce que ce n'est pas, comme on dit aux petits-enfants, bien de s'ennuyer de temps en temps ? Mais là, j'emploierais pas le mot d'ennui. Moi, je la trouve très dérangeante, cette partie, parce qu'elle est d'une violence extrême. Elle semble beaucoup moins construite que toute cette première partie, et donc plus authentique. Elle est véritablement un cri, elle annonce la révolution. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'on n'est absolument pas dans un travail de résilience. La résilience qui est tellement à la mode aujourd'hui, non, c'est un cri de guerre. Cette dernière partie, c'est vraiment l'avènement de quelqu'un qui vit enfin, de quelqu'un qui crie cette vie, qui crie cette colère. Et on est quand même en train de parler de quelqu'un qui est à l'agonie. Et ça se sent. Plus qu'une partie ennuyante, moi je trouve que c'est une partie qui nous laisse exsangues, essoufflés, comme après un sprint. Elle est plus confuse, mais qui ne le serait pas sur son lit de mort, confus. Elle est vraiment l'aboutissement et le sujet du livre. Il la commence d'ailleurs comme ça, cette partie. J'éprouve à présent la nécessité d'enrichir mon histoire d'une 3e partie, bien que je ne crois pas que ma situation ait fondamentalement changé, ni que je sois arrivé à des vues fondamentalement nouvelles. Donc il le dit clairement, j'ai pas une nouvelle idée qui vient, je vais pas vous raconter quelque chose de nouveau, mais cette 3e partie donc est nécessaire. Oui, il dit la seule chose qui soit vraiment intéressante dans mon histoire, c'est d'ailleurs cette partie. Mon malheur n'est après tout qu'un élément prélevé au hasard, dans le tout venant du grand malheur universel, et à ce titre n'a de valeur que générique et ne revêt aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est simplement ma révolte individuelle contre ce malheur. Seul l'individuel est mon histoire, ou mieux encore, seul l'individuel est mon histoire. Donc c'est une partie qui est absolument primordiale. Elle dérange, les lecteurs en parlent peu, parce que les lecteurs se sont essoufflés, peut-être parce que c'est trop. Et c'est peut-être en cela que ce livre est véritablement un chef-d'œuvre. Un livre qu'on peut relire. Alors il faut absolument le relire, oui. On n'a pas le temps, évidemment, puisqu'on n'a jamais le temps de rien. Et puis il y a tant à lire. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a tellement de livres qui ont essayé de faire ce que Fritz Horn a fait sans y parvenir. Donc autant relire Fritz Horn 2 fois, 3 fois, 5 fois. Il y a quelque chose de chamanique aussi dans cette 3e partie qui se répète beaucoup. Il le dit lui-même à un moment. Je sais, je me répète. Mais en fait, la lecture se fait... Et c'est Philippe Lançon qui dit ça dans la préface de la nouvelle traduction, puisqu'il a été de nouveau traduit... en 2023 En 2023 par Olivier Lelay, brillamment traduit, enfin, tout comme la première traduction d'ailleurs. Mais... Parce que rappelons-le, le livre est donc initialement écrit en allemand. Oui. On a l'impression d'assister à un cyclone qui tourne sur lui-même en cherchant l'œil et en balayant tout sur son passage. Oui. Donc, cette 3e partie est d'une extrême violence.
elle dérange. Peu de gens la comprennent. Moi-même, je ne suis pas du tout certaine de l'avoir comprise. Il faudrait la lire, la relire, l'analyser pour la comprendre. Elle est d'une profondeur extrême et infinie. Donc c'est pour ça qu'on peut le relire, en fait, parce que de manière infinie, on trouvera toujours quelque chose. On peut la relire, mais on peut aussi faire une pause. Pourquoi pas après la première partie? On est parfois justement essoufflé en y arrivant, et peut-être que ça peut être une bonne chose de le mettre de côté et de le reprendre avec un œil neuf. Oui. On a tendance, c'est vrai, à se dire, pour l'enlever de ma table de chevet, il faut que je l'ai terminé, mais parfois, il faut plutôt se dire, je peux avoir lu la moitié, l'autre moitié attendra. Oui, pour l'enlever de ma table de chevet ou de ma to-do list. Oui, à c'est la mode, vrai, hein, c'est oui, vrai. voilà. Dans cette performative de la lecture aussi, Oui. à laquelle on revient de plus en plus, avoir lu les choses. Le but, c'est aussi là, avec ces différents épisodes, de pouvoir parler des livres, de donner envie, pourquoi pas, ou justement, le goût, c'est aussi le dégoût, de dire, ok, c'est pas un livre pour moi. J'en ai entendu parler pendant une bonne quinzaine de minutes, ça me suffit. Oui, et puis il y a des livres à lire à certains moments. Il y a des moments de lecture. Moi, beaucoup de livres me sont tombés des mains. Je les ai repris quelques mois ou quelques années plus tard. Là, on dévie un peu sur la lecture en général, mais il y a des moments. Parfois, c'est pas le moment pour vous. Parfois, c'est le moment. Il faut l'accepter, reposer le livre, le reprendre plus tard. Ou pas. Et j'étais curieux parce qu'il y a des moments, oui, dans notre vie personnelle, mais aussi des moments plutôt d'un point de vue de la société. Et je sais que c'est un livre qui avait beaucoup marqué la génération de mes parents, donc des années 60, 70. Et là, il était justement nouvellement traduit, 2023. Pourquoi est-ce que ce livre retrouve une sorte de seconde jeunesse? Mais il est d'une modernité incroyable, puisque sa révolte, c'est la révolte des jeunes adultes dans toutes les sociétés. Donc là, effectivement, quand on le replace dans son contexte, 1976, on n'était pas dans la même société qu'aujourd'hui, mais les jeunes adultes sont aussi révoltés par rapport à d'autres choses, par rapport à leurs parents, à ce qu'on leur a enseigné, parce qu'ils ont besoin de se démarquer, d'être eux-mêmes. Donc, c'est la qualité, finalement, d'un grand texte littéraire, c'est qu'il restera éternellement contemporain. Et c'est avec cette troisième partie et une envie assez folle de relire le livre que nous arrivons au terme de cet épisode. Un hors-série Brume littéraire que vous aurez l'occasion de retrouver à plusieurs reprises cette année. Donnez la voix aux libraires pour vous parler de littérature. Pourquoi pas vous donner envie de lire certaines œuvres, vous inviter à aller en parler avec vos libraires, comme ce fut mon cas aujourd'hui. Notre épisode du jour est le premier d'une série de 6 podcasts réalisés en collaboration avec les librairies Payot, que je remercie. Merci également à Charlotte Jacobson pour le conseil de lecture, la discussion. Et bien sûr, si vous voulez continuer d'entendre parler de littérature, je vous invite à vous abonner au podcast et à écouter les autres épisodes. Et de mon côté, je vous dis à très vite.